L'hélicoptère nous a conduits jusqu'au camp où nous devions résider. Sur le chemin, nous avons vu une grande affiche de Ben Laden. Elle devait faire 1 mètre de côté. Sur l'affiche, il y avait aussi un dessin représentant une mallette contenant $1 million. C'était la récompense en échange d'informations sur Ben Laden. Ça nous a paru étrange et nous nous sommes demandé s'il ne nous avait pas fait venir ici pour les aider à retrouver Ben Laden. Le camp était gardé, personne ne pouvait en sortir. Ils nous ont dit que, pour commencer, nous devions oublier tout ce que nous avions appris en Palestine. Vous allez apprendre des choses pensées et conçues par les Américains, et vous allez les faire sous commandement américain. Nous nous entraînions quotidiennement à tirer sur des cibles. Tous les jours, nous recevions une nouvelle boîte de munitions. Nous remplissions le chargeur si souvent que nous en avions mal aux doigts. Un seul tir devait suffire. Le terroriste ou la cible ne devait pas nécessiter 2 tirs. Nous étions supposés ne viser que la tête. Un jour, j'ai même logé 5 balles dans le même trou. Elles sont toutes allées se loger dans le même trou dans la tête. Ces soldats d'élite de Bethléem sont invités à diverses soirées en compagnie de hauts responsables de la CIA. Walid photographie les instructeurs de la CIA bras dessus, bras dessous avec les recrues arabes. Ils étaient prêts à nous donner tout ce que nous demandions en échange d'informations et de services, notamment de l'exécution de personnes qu'ils considéraient comme terroristes. À Washington, les officiers palestiniens se mêlent aux touristes, tournent des films avec leurs caméras, visitent la Maison-Blanche et se photographient à tour de rôle sur les marches du Congrès. Ces hommes se déplacent en toute liberté à proximité du cœur du pouvoir américain. Sur le moment, les Américains n'imaginent pas qu'ils pourraient se transformer en dangereux terroristes. Ils se trompent. L'entraînement par les Américains des forces de sécurité provoque un regain de violence. Le puissant appareil de Djibril Rajoub est désormais considéré comme un ennemi de son propre peuple. Des étudiants palestiniens défient la police palestinienne. Rajoub finit par identifier l'origine du problème. La sécurité ne fonctionnera jamais si l'on n'a pas d'assises politiques, si l'on ne donne pas d'espoir aux gens, si l'on ne pousse pas vers un règlement politique. La sécurité pour la sécurité, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, même les négociateurs américains font leur autocritique. Dennis Ross regrette que les États-Unis n'aient pas concentré leurs efforts pour bâtir des institutions palestiniennes démocratiques et déplore qu'ils aient laissé le champ libre à Arafat pour mater toute velléité d'opposition. Nous aurions dû mettre en place de véritables tribunaux, de véritables juges, une véritable législation, une véritable transparence, une véritable politique de responsabilité. C'est ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Ça a été notre erreur. Le mandat présidentiel de Clinton touche à sa fin. En été 2000, une rencontre cruciale a lieu à Camp David. Mais les négociations échouent. Cette rupture marque la fin du processus de paix. Tandis que la tension politique atteint son paroxysme, le futur Premier ministre israélien Ariel Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées, lieu saint à la fois du judaïsme et de l'islam. La veille de la visite de M. Sharon, j'ai averti que s'il se rendait à Al-Aqsa, il n'y aurait plus de coopération entre les services de sécurité israéliens et palestiniens. J'ai ajouté que cela risquerait de provoquer un séisme et d'entraîner toute la région dans un cercle vicieux. La seconde intifada éclate.
George Bush, le nouveau président américain, en rejette la responsabilité sur Arafat qui, selon lui, n'a pas su arrêter les terroristes. Mais les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis vont donner à Arafat et à Radjoub une occasion inespérée de rentrer en grâce. 5 jours seulement après les attentats, Jeff O'Connor, le responsable de la CIA à Tel Aviv, fait une proposition à Djibril Radjoub. Il lui annonce que le président Bush souhaite une étroite collaboration dans la guerre contre le terrorisme. En échange, Radjoub se voit offrir de l'argent et des biens. Rapidement, il accepte de devenir le chasseur de terroristes arabes des États-Unis. C'est l'occasion pour lui, comme pour Arafat, de rentrer en grâce et de gagner la confiance du nouveau président. Mais pour Ariel Sharon, cette nouvelle coopération entre les États-Unis et les Palestiniens est une menace. Au mois d'avril 2002, il ordonne à son armée de frapper le quartier général de Radjoub à Ramallah, officiellement parce que celui-ci abriterait des terroristes islamistes. J'ai essayé de contacter les gens de la CIA, mais pour autant que j'ai pu comprendre, ils n'ont pas réussi à convaincre les Israéliens d'arrêter les attaques sur notre quartier général. Des informations patiemment collectées partent en fumée, notamment les archives secrètes du service de sécurité concernant les groupes terroristes palestiniens. Je me suis dit que c'était du gâchis, un véritable gâchis, et que c'était contre-productif. Sharon a plusieurs raisons de vouloir se débarrasser du responsable de la sécurité palestinienne. Certes, un appareil de sécurité palestinien efficace et docile est de grande valeur pour Washington, particulièrement pour l'infiltration d'autres mouvements militants au sein du monde arabe. Mais Radjoub pourrait bien devenir un concurrent dangereux qui risquerait de ravir les faveurs des Américains. Ali Hassan Salamé l'avait été en son temps, et c'est pour cela que les Israéliens l'avaient tué. Du jour au lendemain, Radjoub perd tout. Le favori des Américains voit ses rêves anéantis. La CIA était très inquiète, et je pense que George Tenet l'était également. La CIA avait déployé beaucoup d'efforts dans l'entraînement et dans l'établissement de bonnes relations avec des personnages clés qui, en échange, s'étaient montrés réceptifs à notre égard et nous avaient fourni des informations de premier plan sur des attentats imminents. Ils répondaient donc parfaitement à nos attentes, jusqu'à ce que Sharon intervienne et détruise toute cette infrastructure par animosité envers Arafat, réduisant à néant tout ce travail. En représailles, les soldats d'élite formés par les Américains tournent leurs armes contre les Israéliens et rejoignent les groupes extrémistes qu'ils étaient censés combattre. L'un d'entre eux trouvera la mort en préparant une bombe pour les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, tandis que d'autres seront assassinés ou expulsés d'Israël. Les États-Unis ont formé des terroristes. Nous n'avons pas formé des terroristes. Nous avons formé des personnes à combattre les terroristes. Mais il s'avère que certains ont rejoint les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. On peut donc dire que cela a eu pour effet de contribuer à l'insécurité et non à la sécurité. Sous la présidence de Clinton, la CIA avait soutenu un responsable de la sécurité palestinienne favorable aux États-Unis. Le nouveau président Bush autorise Israël à anéantir les alliés palestiniens des États-Unis. Désormais, Radjoub condamne son ancien partenaire. Je ne pense pas que cette administration ait une position juste et honnête vis-à-vis de ce conflit. Je pense qu'elle soutient et protège la pire forme de terrorisme qui soit, à savoir l'occupation israélienne.
Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Sans ça, comment pourrons-nous apprendre des erreurs que nous avons commises? Comment pourrons-nous construire un avenir différent si nous ne comprenons pas les erreurs du passé? « 40 ans après les premiers contacts entre les agents secrets Salamé et Ames, les négociations ont cédé la place à la guerre contre le terrorisme. Plutôt que de discuter avec le diable, l'administration américaine est désormais persuadée qu'elle peut le tuer. Avec le terrorisme, on ne peut pas se dire « tuons telle et telle personne et le terrorisme disparaîtra ». Ça ne marche pas comme ça. De nouveaux émules apparaîtront toujours. C'est vrai aussi bien pour Al-Qaïda que pour le Hamas ou le djihad islamique palestinien. On crée sans cesse de nouvelles dettes de sang. Après la mort de Yasser Arafat, les États-Unis promettent aux services de sécurité palestiniens des millions de dollars pour l'aider à combattre les intégristes musulmans. Le nouveau président palestinien est censé poursuivre ce qu'Arafat et Radjoub avaient commencé à faire, à savoir essayer de désarmer les militants islamistes. Les agents palestiniens et américains présents sur le terrain sont unanimes. Il ne pourra y avoir de paix durable tant que les deux parties n'auront pas repris les négociations avec le diable. La réalité est qu'on apprend très vite à manger à la table du diable. Sinon, on n'aurait absolument aucune idée de ce que le diable fait.